le festival Résonance et puis, bien entendu, l'historial de la Grande Guerre à Péronne. J'espère avoir une autre occasion de me rendre dans ces murs. Et donc aujourd'hui, je vais me contenter de parler à cet écran et essayer, malgré ce handicap en quelque sorte, il y a toujours plus de plaisir à parler avec les personnes en leur présence, d'évoquer Marcel Tiner. Alors, Marcel Tiner, avant de l'emmener jusqu'à Thessalonique, et même avant de la placer dans la Grande Guerre, parce que c'est le contexte plus général, peut-être quelques mots pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, et d'ailleurs c'est complètement légitime tellement elle a été oubliée, mais oubliée après avoir été une personnalité célèbre du monde des lettres avant 1914. Elle est née en 1870, elle est morte en 1948, mais l'essentiel de son œuvre se situe dans les années, on va dire la partie journalistique, très polémique, très militante peut-être avant 1914, et puis dans l'entre-deux-guerres, une œuvre de romancière peut-être plus convenue, mais avec beaucoup de célébrité justement et de succès populaire, et même elle en a gagné évidemment très bien sa vie. Donc le personnage de Marcel Tiner, elle a peut-être cette double face d'avoir été une femme engagée dans le féminisme, je vais en dire un mot, et puis donc une femme de lettres ayant connu à l'égal d'Anna Noailles ou de Colette ou de quelques autres de son temps, avec les femmes qui ont fondé le prix Femina, une relative popularité. Alors, ce que je retiendrai d'abord, effectivement, pour placer un petit peu le personnage et comprendre mieux ce qu'elle sera amenée à dire ou à penser de la guerre elle-même et de la situation à Thessalonique, c'est que son combat, parce qu'il s'en est un avant 1914, celui d'une jeune femme engagée dans le cadre du ou des féminismes, en tout cas, le sien, c'est un féminisme tout de même assez, non pas conservateur, mais modéré plutôt, un petit peu éloigné du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, un féminisme bourgeois peut-être, mais très soucieux de trois directions qui étaient le droit au travail pour les femmes, le droit bien sûr à choisir son mariage, le droit à l'amour, et puis le droit de vote, bien entendu. Il va de soi que quand la guerre 14 arrive, le droit au travail a un peu progressé, le droit de vote, les femmes ne l'ont pas, et leur autonomie en matière amoureuse, elle est souvent très compliquée, dans une société évidemment très rigide. Euh, cet engagement, elle l'a beaucoup exprimé dans un journal comme La Fronde. Elle a fait partie de celles qui ont participé justement à cette activité d'un périodique, enfin, qui était d'abord un quotidien devenu hebdomadaire, qui a été aussi mensuel à certains moments, mais qui était engagé non seulement pour parler des femmes et parler aux femmes, mais fait par des femmes jusqu'à l'imprimerie, etc. Donc, le journal La Fronde a été son support, l'un de ses supports privilégiés, mais la littérature et les romans faisaient évidemment partie des armes, des outils pour essayer d'exprimer ces idées-là. Et dans ce cadre du féminisme, elle dit à un moment donné, il y a deux guerres saintes menées plus une autre. Les deux guerres saintes, c'était la lutte contre la prostitution, notamment la lutte contre l'alcoolisme. Et puis, elle disait la troisième guerre sainte, c'est la guerre à la guerre. Voilà. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans ce mouvement féministe qui est également pacifiste. C'est souvent synonyme, hein, avant 14, pas toujours. Il va de soi qu'elle n'est pas du tout a priori, une femme engagée dans un nationalisme, dans des xénophobies, ou dans de l'antisémitisme, etc. Au contraire, on a plutôt une personnalité qui est soucieuse de tolérance ou de fraternité, et en tout cas très hostile à la guerre. Alors, on dirait que c'est peut-être une posture facile, mais après la guerre de 70 et avant 14, c'était pas si simple dans un monde qui était, en tout cas en France, très revanchard. C'était peut-être plus facile pour les femmes que pour les hommes, admettons-le. Ce qui est important, c'est que Marcel Tiner disait justement que ce pacifisme, en tout cas le patriotisme des autres, ce consentement, voilà un mot à la mode, mais le consentement n'était pas du tout une évidence pour les femmes. Consentir à la guerre, consentir au départ des hommes, consentir au départ des fils, et évidemment mettre en danger l'existence des hommes, qu'ils soient les maris ou les fils. Elle a une formule très intéressante: les femmes sont les victimes innocentes de la guerre que déchaînent les hommes et dont les hommes seuls portent la responsabilité. Donc,
la guerre est une affaire d'hommes, ça, on le sait bien d'avance parce que ce sont les hommes qui sont sous les drapeaux et que la guerre, comme la vie politique, à ce moment-là, elle est dirigée par les hommes. Mais l'idée de départ de Marcel Tiner, c'est qu'effectivement, elle n'est pas complice, a priori, des guerres qui pourront être menées par son pays et subies, évidemment, par l'agression des autres. Alors, les femmes sont non seulement absentes par définition de la guerre, mais elles en sont même, j'allais dire, interdites. Elles y sont interdites parce que lorsque la Grande Guerre éclate, leur présence sur le front est a priori impossible. Alors là, je ne parle même pas des combattants. D'abord, il n'y a pas encore les tranchées, mais évidemment, on ne verra pas ces femmes dans les tranchées. Mais pour pouvoir être à proximité du front, à part les infirmières, à part des femmes qui vont pouvoir se rapprocher comme ça des lieux de combat, obtenir une mission, justement, une possibilité d'être une correspondante de guerre, de pouvoir, en tout cas, témoigner de ce qui se passe. Il va de soi que les femmes, on ne les recevait pas. Ça bougera un peu vers la fin de la guerre, vers 1917, mais en tout cas pas dans la première période. Donc, absente, interdite de la guerre, mais ça ne veut pas dire évidemment dans la possibilité d'en parler. Alors, on évoquait, si vous voulez, le lien entre les femmes et la guerre. Soit on s'intéresse à tout ce qui s'est publié de propagande pour montrer l'effort de guerre des femmes dans les usines à l'arrière, les munitionnettes, enfin, etc. Mais c'est un discours porté sur les femmes, d'ailleurs, plutôt qu'autre chose. Soit on s'intéresse aussi à ce que la guerre a pu changer dans la répartition des tâches et éventuellement faire émerger d'activités responsables, de métiers nouveaux, peut-être en faveur de la condition des femmes. C'est un débat d'ailleurs, savoir si la Première Guerre mondiale a favorisé l'émancipation féminine ou plutôt ne l'a pas freinée, parce que ces mouvements féministes d'avant-guerre ont plutôt été noyés dans un premier temps en se disant que d'abord la priorité c'était la guerre, le patriotisme, et que les débats de ce type eh bien, seraient reportés à l'après-guerre. Donc par certains côtés, la guerre a plutôt freiné l'émancipation féminine qu'elle ne l'a favorisée. Alors, Marcel Tiner, voilà, elle est une femme qui, par sa fonction, son statut de journaliste, d'écrivain, femme de lettres, intellectuelle, mêlée à des milieux même socialistes pour une part, très impliquée évidemment, parisien, très informée. Elle a donc une position favorisée. Et puis, son mari, son fils vont évidemment participer aussi à la guerre. Donc voilà, elle est en première ligne, mais son souci, c'est évidemment de ne pas être absente ni exclue. Alors, quelle solution pour elle? Alors, dans un premier temps, lorsque la guerre éclate, elle va faire comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'elle va essayer justement d'aller à l'arrière dans les premières casernes où les hommes se préparent, à Toulon, dans les ports, etc. Bon, c'est une activité de substitution, mais qui ne peut pas la satisfaire. En fait, elle va trouver une formule littéraire d'abord, originale d'une certaine façon, qui va être d'écrire un roman parisien, un roman qui se passe au début de la guerre, au mois d'août 14. La Veillée des armes, c'est son titre. Alors, il paraît au mois de mai 1915, d'ailleurs, à une époque où la censure n'était pas encore trop regardante. Peut-être parce que c'était aussi un roman de femme, on y a regardé d'un peu moins près. La Veillée des armes est un roman qu'on a réédité il y a quelques années, qui est d'abord un des rares romans de femmes dans la guerre, évidemment, pas sur le front. On est là sur le moment du démarrage de cette guerre, avec un point de vue parisien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que femme, évidemment exclue des départs et évidemment exclue des futurs fronts de guerre, elle veut quand même témoigner, elle veut participer par sa plume. À défaut d'avoir l'épée, on utilise la plume. Et Marcel Tiner fait un choix, peut-être par dépit, c'est qui est celui de décrire un quartier, une rue, à Paris, à partir du 31 juillet jusqu'au 2 ou 3 août. C'est donc un roman qui se passe sur à peine quelques journées, donc très concentré dans le temps, concentré dans l'espace, et qui essaie plutôt d'analyser comment le monde bascule,
comment d'une période d'insouciance et de vie normale, entre guillemets, eh bien, on va se retrouver dans la guerre. Donc, c'est ce compte à rebours, ce basculement, ce temps suspendu, l'insouciance des uns, les inquiétudes des autres, voilà. Et surtout, dans tout cela, la place des femmes. Comment les femmes soutiennent ou ne soutiennent pas le départ programmé des hommes. Les différents milieux sociaux, évidemment, sont mis en scène, hein, que ce soit l'ouvrier qui pense que le prolétariat empêchera la guerre ou le bon bourgeois qui se pense protégé des événements, ceux qui pensent que la guerre n'aura pas lieu, ceux qui sont évidemment choqués par l'assassinat de Jaurès, ou ceux qui ne sont encore préoccupés que du procès de Madame Caillot. Enfin bon, une vie, la diversité sociale d'une grande ville, mais d'une ville qui évidemment n'est pas en guerre, qui est en train de se préparer à la guerre qui arrive. Donc son roman n'est pas tout à fait un roman de guerre, c'est un roman d'avant-guerre ou de préparation à la guerre, c'est un roman de femme, mais qui ne parle que de la guerre. Et avec évidemment des dialogues nombreux, et ces dialogues justement évoque, enfin, donne un peu toutes les postures des Français à ce moment-là, ceux qui doutent, ceux qui sont convaincus qu'il faut aller se battre, les discours revanchards, anti-Bosch, les discours pacifistes, on mentionne Rosa Luxembourg, enfin, on a donc une atmosphère tout à fait intéressante. Et La Veillée des armes, de ce point de vue-là, est un roman qui mérite d'être lu aujourd'hui, relu. Son sous-titre, c'est Août 14. Ça fait un peu penser à Solzhenitsyn, mais on n'en est pas là. Son Août 14 à elle est un mois d'août, premier jour d'août parisien. Alors, elle entre en guerre en quelque sorte par ce roman, avec ce roman, et qui est un roman qui paraît pendant la guerre. C'est aussi son originalité, c'est pas un roman paru après le conflit, c'est pas construit sur des souvenirs, c'est presque un reportage à chaud en quelque sorte, qui a d'abord été prépublié dans la presse et ensuite en volume. Donc, un roman à la veille de la guerre, paru pendant la guerre, un roman de femme, mais dont le contenu n'est pas du tout un contenu patriotique ou nationaliste ou qui porte justement les événements, mais qui garde évidemment un regard distant, critique sur ce qui est en train de se passer. Donc, ce texte-là, ce récit, prépare Marcel Tiner à ce que sera ensuite son voyage ou son séjour à Thessalonique. Mais on ne comprendrait pas l'époque de Thessalonique si on n'avait pas à l'esprit ce premier engagement. Un engagement d'ailleurs qui n'est pas que celui de l'écrit, parce que dans l'année 1915, on la voit justement se déplacer pas mal alors, à l'arrière, comme on dit, comme d'autres, hein, comme Colette, comme Marc Ellis, Myriam Marie, Yvette Colette Hiver ou d'autres, j'allais dire cantonnés à ce qu'on leur autorise, hein, qui est d'aller voir les soldats blessés, d'aller voir les casernes de l'arrière, etc., d'aller être aussi un peu infirmière. Et donc Marcel Tiner fait un peu comme les autres de ce point de vue-là. Donc elle est toujours participante en quelque sorte à son échelle à la guerre. Mais on imagine bien que cette femme extrêmement impliquée, extrêmement militante, connue aussi, ne souhaite pas en rester là. Alors, l'opportunité, elle va lui être fournie, on peut dire, par la Méditerranée, par un autre pan de la guerre, qui est ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle le front d'Orient, du côté de Thessalonique. Alors, à défaut de pouvoir aller sur le front du nord-est de la France, d'aller se rapprocher des lignes allemandes ou autres, il y a effectivement une petite faille géographique en quelque sorte, qui est celle de la Grèce, qui est celle de la Méditerranée. Le front d'Orient, il est souvent d'ailleurs un petit peu oublié aujourd'hui encore, les événements qui s'y passent ont leur importance. On sait qu'en 1915, il y avait toute cette question des Dardanelles, évidemment de la question de l'entrée en guerre des Turcs. Bon, c'est un front à travers les Balkans également qui a eu son importance et dont beaucoup pensaient que la fin de la guerre se jouerait là, en quelque sorte. Et l'une des bases stratégiques ou militaires pour les Alliés, ça a été ce qu'on appelait Salonique à l'époque. Thessalonique,
est récemment devenu grec. Hein. Thessalonique était évidemment ottomane jusque dans les années 1912-1913, donc encore très turque, mais est devenu grec peu de temps avant la guerre. Donc c'est une ville grecque qui va se servir de base, de point d'appui, une ville qui subit d'ailleurs peut-être plus qu'elle ne s'offre, parce que elle se présente comme, on la présente comme une ville neutre. Il va de soi que la situation était un peu plus compliquée hein, sur le plan politique et géopolitique, mais c'est pas tellement mon objet. Ce qui m'intéresse, c'est que la France, en tout cas, ayant avec les Alliés besoin de cette ville comme point d'appui, mais a aussi besoin d'une propagande, a aussi besoin de faire parler de ce front, de la guerre qui s'y déroule. Et Marcel Tiner va pouvoir bénéficier d'une occasion favorable. Elle est très en relation à ce moment-là avec un homme politique, Pinelli, elle a des appuis et des contacts aux affaires étrangères avec Berthelot, etc. Bon, les choses font que le service de la propagande, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, lui propose une mission pour se rendre sur le front d'Orient à Salonique. Une mission de plusieurs mois. Elle va partir le 27 avril, elle revient à la mi-septembre 1916, hein, donc un long séjour. Il ne s'agit pas, on pourrait dire c'est une envoyée spéciale si elle si elle avait un statut très indépendant, mais c'est plutôt une envoyée très spéciale, puisqu'il s'agit de faire un travail de propagande. Alors, le propagande qui a plusieurs aspects, en tout cas dans le cahier des charges, parce qu'il s'agit autant d'avoir à raconter la guerre d'Orient pour la presse française, pour les Français, mais propagande également à usage local, puisqu'il s'agit de porter la bonne parole française, en quelque sorte, auprès des différentes communautés qui composent la population très, très cosmopolite de Salonique. Et donc, on attend d'elle qu'elle fasse des conférences, qu'elle entretienne des relations privilégiées avec telle ou telle personnalité, enfin, qu'elle fasse un travail d'influence, tout simplement. Donc, une fonction double, à la fois sur place et puis, bien sûr, avec un retour pour la presse française. Qu'elle fera d'ailleurs parce que les textes qu'elle va publier vont paraître à la fois soit des articles dans le Petit Journal et puis dans la Revue des Deux-Mondes également. Et un peu plus tard, et de façon d'ailleurs inachevée, le reportage pour la Revue des Deux-Mondes qui s'appelle « Un été à Salonique » ne sera jamais terminé. En fait, elle n'a pas fini le boulot en quelque sorte. Et le livre qui aurait dû paraître dans sa totalité n'a pas paru non plus. Donc, c'est une mission qui est en quelque sorte restée en suspens. Mais les textes qu'elle nous a livrés n'en ont pas moins d'intérêt. D'abord par la rareté. Quelques hommes ont témoigné de la situation sur le front d'Orient, les femmes non. Donc, elle a une position à la fois exceptionnelle et privilégiée. Alors, j'en raconte un petit peu tout de même l'emploi du temps d'abord. On l'a dit, elle part au mois d'avril 1916. Elle part d'ailleurs dans des conditions tout à fait confortable, je reste un peu une croisière de luxe, puisque le navire sur lequel elle est installée s'appelle le Sphinx, c'est un navire hôpital, donc un navire réquisitionné, mais qui au départ était un navire transatlantique et avec des cabines extrêmement confortables, fait qu'elle va d'abord faire un beau voyage en Méditerranée, au départ de Toulon, et la première partie de ce qu'elle nous raconte, de ce dont elle nous témoigne, c'est d'abord ce qui se passe à bord. Il y a un petit côté croisière s'amuse parce qu'évidemment, à bord, on a tous les ingrédients des rencontres entre les personnes, des bons repas, d'un certain farniente, d'une certaine vie au soleil. Et en même temps, la menace quand même de la guerre, dont on pense que des sous-marins en Méditerranée peuvent très bien s'aborder le navire. On écoute, on arrive à capter un peu de TSF pour avoir des informations sur ce qui se passe sur l'autre front, là-haut. Donc, la guerre est plutôt une sorte de fiction, une menace, mais en tout cas, à ce moment-là, elle n'a rien d'une réalité à bord de ce navire, où sont tout de même embarquées d'authentiques infirmières. Elle a sur le papier un statut d'infirmière de la Croix-Rouge, mais qui n'est qu'un laissez-passer pour lui permettre de s'y rendre s'il y avait évidemment d'autres contrôles.
Donc, la première partie du voyage nous intéresse pour cela, mais évidemment, à part savoir que la cuisine est bonne et qu'on y écoute des trios de Beethoven, évidemment, on prend bien conscience que cette partie de la mission n'est qu'un hors d'œuvre, un petit peu hors sujet. À l'arrivée à Thessalonique, on entre un peu dans le dur, parce que la première scène, évidemment, Thessalonique, ça évoque la Méditerranée, le soleil, le côté évidemment oriental, c'est déjà un premier Orient. Et Marcel Tiner, qui certes était allé à Istanbul par quelques années plus tôt, a quand même une connaissance un petit peu de ces lieux-là, mais elle s'attendait à retrouver un peu de l'atmosphère exotique d'Istanbul ou de la Turquie. Ça n'est pas le cas. D'abord, vous voyez, juste quelques lignes, c'est un port en guerre qu'elle découvre, un port de guerre. De la ville, on ne voyait que des tas de maisons sales, superposées à flanc de collines, étendues en un large demi-cercle que continuent à droite des villas espacées au bord de la mer, des hôpitaux temporaires à toiture rouge, des camps d'aviation avec des tentes et des hangars. Dans la rade, quantité de bâtiments de guerre anglais, français, des armées de torpilleurs et chalands, de jolies barques grecques pointues et cambrées. Petite note colorée exotique, mais la description, c'est gris, c'est plutôt glauque, et la première vision qu'elle a de Thessalonique, évidemment, c'est celle d'une ville sombre et triste, décevante. Alors, l'autre aspect qu'elle découvre, évidemment, c'est que Thessalonique est une ville, par certains côtés, une ville occupée, d'ailleurs qui va l'être pour de bon quelques mois plus tard, parce que sont présentes des garnisons françaises, britanniques, alliées, mais les populations qui sont celles de la ville sont pour certaines des Grecs, ce sont des Juifs, les Juifs convertis à l'islam, ce sont bien sûr des Turcs aussi, une population donc extrêmement bigarrée, qui n'est pas exempte de nombreux conflits internes, et puis pour ce qui est des conflits, la situation politique sur place également est assez tendue entre les monarchistes et autres opposants politiques grecs qui envisagent des évolutions politiques à l'occasion du conflit. Donc, une situation quand même qui bouillonne beaucoup, qui est tendue. Et Marcel Tiner s'attendait manifestement pas à cette complexité-là. Alors, elle s'y installe, on l'installe très confortablement dans un hôtel qui s'appelle Splendide, qui est en front de mer. Dans ce qu'elle en raconte, l'hôtel n'avait pas grand-chose de splendide d'ailleurs au quotidien, mais elle a parfois du mal à se rendre compte qu'en période de guerre, la vie quotidienne n'est pas toujours aussi confortable non plus, même si elle bénéficie d'un statut extrêmement privilégié. Mais elle est en mission, et donc le général Sarrail, pour ce qui concerne la France, l'accueil, et évidemment, on est là pour la prendre en charge et pour faire en sorte que sa mission de propagande se passe pour le mieux. Alors, j'ai envie de dire, c'est une reporteresse, comme on disait à l'époque, en mission, elle est chargée de rapporter en France ce qu'elle va voir, mais évidemment dans ce cadre qui est ce cadre officiel de la propagande. Donc, elle est en visite guidée, en quelque sorte. Il ne s'agit pas évidemment d'un séjour touristique, et elle n'a pas beaucoup la maîtrise de son emploi du temps. On dirait embedded d'aujourd'hui, elle est embarquée, et le général Sarrail et les autorités militaires, évidemment, l'emmènent un petit peu partout. Alors, les obligations mondaines existent. Le soir, les conférences qu'on lui a demandé de faire dans des écoles françaises ou francophiles, elle va s'en charger. Il y a des rencontres avec telle ou telle communauté. On va essayer d'introduire à l'occasion de telle ou telle cérémonie religieuse, etc. Mais le gros, évidemment, de sa mission consiste à aller, sinon sur le front, mais à se rapprocher des zones de combat, en tout cas. Alors, c'est ce double aspect, d'ailleurs, qui est intéressant dans les articles qu'elle va donner à la Revue des Deux Mondes. C'est à la fois la description d'une ville qui n'est pas du tout celle à laquelle on s'attendait, et qui n'est peut-être pas non plus celle sur laquelle les Français qui vont lire les articles ont déjà des idées très, très claires. Elle décrit ce côté patchwork, ce mélange des différentes communautés qu'il a
surprend beaucoup. Alors, ça donne évidemment des visions très colorées par les costumes. Je cite un extrait. Des figures rembranesques, nez crochus et barbe blanche, s'esquissent dans les logettes sombres, des femmes masquées de noir, vêtues de tchartchaf, donc à la turque, brun ou violet, des matrones israélites coiffées de soie vert pomme, de sordides pauvresses, des hommes en complet veston portant le fez rouge, des donmés, donc les juifs convertis à l'islam, des soldats bleus ou kakis, des matelots, des saloniciennes élégantes, se coudoient, se heurtent, se dévisagent. Et dans l'artère centrale du bazar, de petits ânes pelés surchargés de ballots s'effarent brusquement parce qu'un automobile, c'est bien écrit au masculin, un automobile anglais passe à grand fracas, conduit par un Australien au feutre retroussé qui mâche une grosse pipe. Donc, sa première vision de ce front, de cette ville en tout cas, aux portes du front d'Orient, c'est ce mélange des gens qui la désarçonne, à la fois qui la fascine parce qu'elle voit que ces communautés vivent ensemble de façon plus ou moins harmonieuse, en tout cas interagissent et ont appris à se côtoyer, et en même temps que la situation est loin d'être aussi simple, que elle est pas évidemment dichotomique entre des méchants et des gentils, entre un ennemi et des alliés. À l'intérieur même du monde de ces alliés, les situations sont relativement complexes. Donc, Marcel Tiner restitue cela assez bien. Alors, si on veut genrer, comme on dit maintenant, son récit et s'intéresser à ce que le regard d'une femme a peut-être de spécifique, il va de soi qu'elle s'intéresse beaucoup à la vie quotidienne, aux vêtements, elle assiste à des mariages, elle est très sensible justement à la pluralité culturelle des lieux. J'allais dire, elle en oublie en quelque sorte la guerre dans un premier temps, pour s'intéresser justement à cette ville qui est pas tout à fait une ville de l'arrière, mais qui est une ville tout de même qui continue de vivre à la fois occupée et en même temps dans sa vie quotidienne de survie euh, dans ce cadre évidemment compliqué de la Grande Guerre. Donc, il reste une ville méditerranéenne avec sa complexité gréco-turque et multiple. Alors, là, le discours de Marcel Tiner est celui d'une femme très, très attentive aux menus faits, aux gestes, qui rapportent des dialogues, qui rencontre des femmes, toujours très soucieuse. Elle avait fait en Turquie précédemment, de laisser la parole à des femmes. Et évidemment, ça, c'est la posture particulière de cette femme sur le front, c'est de s'intéresser aux femmes. Femmes qui sont dans le plus... Enfin, soit il y a les femmes, les saloniciennes qui vivent fort bien, les grandes bourgeoises, les milieux très aisés, mais elle va beaucoup dans les périphéries, toujours avec quelques militaires qui l'accompagnent, dans les villages d'alentour, et à chaque fois très soucieuse de rencontrer des paysannes, de rencontrer pardon, des gens modestes, et très attentive donc à la condition de ces femmes. Sachant que lorsqu'il s'agit de l'émancipation par rapport aux religions, par rapport aux lois, par rapport aux traditions, Marcel Tiner est toujours porteuse évidemment d'un discours progressiste, et donc elle est là confrontée à des communautés qui font que les femmes n'y ont pas évidemment une très très grande liberté. Donc elle a beaucoup d'empathie en tout cas pour ces femmes qu'elle rencontre. Mais tout de même, elle est là pour parler de la guerre, des soldats, et le général Sarraï et les autres militaires l'accompagnent au plus près du front. Elle le souhaite hein, tout de même. Marcel Tiner n'est pas du tout une trouillarde. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien aller prendre quelques risques et voir les choses d'assez près. Donc de toute façon, elle a le désir de ne pas être complètement manipulée non plus, et de s'approcher du tragique finalement, de ne pas se contenter de la vision d'opérette d'une ville qui pourrait être exotique et un petit peu confinée dans ses contradictions. Elle veut aller évidemment au plus près des combats. Alors, de ce point de vue, les combats, évidemment, elle n'en verra pas en tant que tels. Je dirais qu'elle les verra de deux façons. Le premier, c'est en s'approchant des camps de réfugiés, en visitant des camps de réfugiés. La ville de Salonique, enfin les alentours, des communes qui sont à l'extérieur, comme Zeytinlik,
ont aménagé des camps pour des populations civiles, mais aussi pour des soldats blessés, pour des gens qui ont été donc rapatriés et qui sont de différentes communautés là aussi. Peut-être je peux la citer parce que cette fois on se rapproche hein, de la guerre et ce qu'elle décrit, c'est parmi les rares témoignages hein, sur ces camps d'ailleurs, je parle dans la presse française, des maisons sans étage, toutes pareilles, alignées avec une régularité désolante, des femmes sur les portes, de la marmaille plein la rue, une misère décevante. Pour l'amateur de pittoresque qui ne craint pas les beaux haillons et la pouillerie à la manière espagnole, Murillo et Delacroix seraient déçus. Le soleil ici ne dort pas les guenilles, c'est que les guenilles des réfugiés grecs ressemblent à toutes celles que tous les réfugiés promènent sur les routes dévastées d'Europe. Les femmes smyrniotes ou thraces qui ont fui leur village portent les vêtements que la charité officielle ou privée leur a donnés, sans souci d'esthétique. Elles composent une bien pauvre foule en jupons et camisoles d'indiennes déteintes et ne conservent de leurs anciens costumes que le petit voile blanc ou brun imprimé de grosses fleurs qu'elles nouent sous leur menton. On remarquera évidemment la place faite aux femmes hein, dans sa description. Elle parle hein, aussi des soldats, des blessés, des malades. Elle visite des hôpitaux. Elle y est conduite d'ailleurs, là elle se rapproche des infirmières. Si elle n'est plus infirmière elle-même, elle va bien sûr voir les autres femmes, celles qui agissent dans la guerre. Et elle fait notamment le portrait de Mrs. Harley, qui était la sœur du maréchal French. Et elle dresse d'ailleurs de Mrs. Harley un portrait assez apologétique d'une femme dévouée et charitable. Et cette Mrs. Harley, d'ailleurs, a été tuée l'année suivante à Monastir par un éclat d'obus. Donc, des infirmières qui étaient tout de même au plus près du danger, sinon des combats. Et avec cette Mrs. Harley, elle visite notamment des hôpitaux dont elle remarque bien que tout le personnel est féminin, tout le personnel infirmier est féminin. Et cela lui amène des remarques encore sur, je la cite, « Les malades seuls appartiennent au sexe mâle. On peut bien croire que les hommes ennemis des nouveautés sont au moins déconcertés par le féminisme intransigeant des Écossaises. Ils s'accordent que les doctoresses excellent dans leur art, que les nurses sont dévouées et ponctuelles, que les patients trouvent ici une propreté exquise, une discipline douce, mais stricte, et tout le confort possible. Mais elles sont un peu extraordinaires, ces dames féministes. M'a dit un Français qui a les idées de Chrysal. Avez-vous vu la chauffeuse? C'est une personne qui porte culotte, fume la cigarette et ne craint pas de s'aplatir sous sa machine pour exécuter d'un bras vigoureux les réparations que ferait un mécanicien, etc., etc. Là, évidemment, Marcel Tiner réapparaît spontanément en quelque sorte. Ce qu'elle rapporte, c'est que évidemment, dans ce conflit, il s'en passe un autre, évidemment, sous-tendu à la guerre, qui est le conflit, évidemment, la guerre des sexes. Et cette question d'émancipation des femmes, ici, ces infirmières viennent en quelque sorte bousculer les idées préconçues des soldats. Voilà, la question de l'émancipation, est-ce que la guerre a favorisé, on est en plein dans un des débats centraux, en tout cas, sur le rôle de la Grande Guerre à cet égard. Et c'est ce qu'elle décrit à travers cette visite des camps de réfugiés ou des hôpitaux de la région de Thessalonique. Alors, je disais, si elle ne peut pas aller à la guerre vient à elle-même. Il y a un épisode qui est assez intéressant, c'est l'épisode du Zeppelin. Le Zeppelin un Zeppelin qui est abattu, elle a d'ailleurs fait un article pour le Petit Journal, et également elle en parle dans l'article de la Revue des Deux Mondes. Bon, l'épisode, l'événement ou l'incident est classique. Un Zeppelin allemand s'est approché des côtes et du port de Thessalonique et il a été abattu. Alors, elle a assisté à l'incident lui-même, à l'arrivée de ce Zeppelin et à l'acte militaire qui a consisté à l'abattre. Et puis ensuite, elle va aller le voir quelques jours après sur l'endroit où il est tombé. Là encore,
on a affaire à une écrivaine, donc il est tout de même important de la citer un petit peu. Il s'agit aussi de littérature. En ouvrant une fenêtre, ma fenêtre, celle de son hôtel, qui donne à l'angle d'une petite rue et du quai Niki, je l'aperçus, presque au-dessus de l'hôtel, me sembla-t-il, volant vers la rade, dans la féerie à grand spectacle des obus, des shrapnels, des fusées, des projecteurs. Le divertissement, elle le met entre guillemets, le divertissement annoncé m'était offert et je ne l'imaginais pas aussi magnifique. Dans la nuit fraîche et claire, aux légers nuages du golfe, où tout feu éteint, les bâtiments s'esquissaient, noirs sur gris, d'immenses rayons jaillissaient, rigides, éblouissants, mobiles, épais d'archanges, glaives de lumière phosphorescente, qui se rejoignant, se séparant, rayant le ciel, cherchaient le requin argenté de l'air, le monstre qu'il rendait visible en le touchant. Très belle scène, très belle description du point de vue littéraire de ce zeppelin qui est pris dans les mailles, dans les filets des éclairs et des tirs. Et lorsqu'elle se rend voir ce zeppelin abattu quelques jours plus tard, elle en fait également une description, j'allais dire très moderne. L'immense cadavre disloqué et dépecé gît au bord de la rue dans un enclos gardé par des sentinelles. C'est un enchevêtrement inouï de pièces métalliques semblables à des colonnes vertébrales, une vague ébauche de dragon avec son ossature compliquée et sa tête conique écrasée sur le sol. Les réservoirs et les pales d'hélice sont dans un hangar voisin. Tout cela déconcerte la pensée par l'imprévu des formes presque animales et l'énormité des proportions. Je me rappelle les galeries du muséum où sont les squelettes des monstres préhistoriques. Rapport à la préhistoire et à la modernité technologique des zeppelins, voilà, témoignage que je pourrais développer. Ceci pour dire, si elle ne peut pas aller jusqu'à la guerre tout de même se rapproche d'elle. Alors, ce séjour de Marcel Tiner à Thessalonique, bon, il faudrait bien sûr prendre le temps de les lire de façon complète. Il a été publié. On peut en retenir peut-être plusieurs points. La première remarque que je voudrais faire, évidemment, c'est la place d'une femme et le regard d'une femme sur la guerre, regard de femme qui, évidemment, est, j'allais dire, tenu, qui est contenu, qui est limité à ce qui lui est réservé, mais qui est, comme pour le texte consacré à Paris, à la fois porté par deux thématiques, évidemment la condition des femmes, je n'y reviens pas, et puis la question du basculement, hein, le changement de monde. Et on le retrouvait là à l'instant face aux Zeppelins, à cette modernité, mais qui quelque part est quelque chose d'extrêmement archaïque, voire préhistorique. Le monde en suspension au-dessus de Paris, lorsque tout va basculer vers la guerre et où le temps semble s'arrêter. Voilà, c'est un sentiment qui revient beaucoup dans ces textes, dans ces récits de Marcel Tiner. Le deuxième point, évidemment, c'est est-ce que cette littérature de femmes apporte évidemment un témoignage, apporte un regard, apporte quelque chose à notre connaissance ou à notre perception de la guerre. Il faut bien voir que cette présence, elle est à la fois exceptionnelle, originale, mais surtout elle était même mal vue, mal acceptée. Dans La Veillée des armes, justement, elle rapporte une phrase d'un des personnages qui dit « Le devoir des femmes en temps de guerre consiste à gouverner la maison, à élever les enfants, à soigner les blessés. Le reste nous regarde. Voilà, c'est une affaire d'homme. » Et donc, dans cette affaire d'homme, eh bien, des femmes comme Marcel Tiner essaient d'avoir un regard de femme, de s'intéresser aux femmes et de dire tout simplement, la guerre, c'est aussi, malgré tout, et même lorsqu'on est contre la guerre, c'est aussi l'affaire des femmes. Lorsqu'elle est à Thessalonique, elle raconte, par exemple, un article un journal qui paraissait sur place, plutôt rapporte sa visite à l'occasion d'une visite dans un lycée, et le journal dit la chose suivante. Les militaires si braves sur le champ de bataille ont peur des femmes de lettres. Ils se les représentent d'après la tradition, pédantes, désagréables, irascibles, fières, etc. On se demandait aussi ce que pouvait bien venir faire une femme dans notre galère. Vous voyez, eh bien, voilà, la présence de Marcel Tiner, elle vient perturber peut-être un ordre convenu et elle entend bien évidemment se servir de sa plume pour, sinon agir,
dans le cadre de la propagande. Et là, on voit que de son pacifisme d'avant 14, eh bien, quelque part, elle participe au nationalisme à l'union sacrée, qui s'est mise en place progressivement. Je terminerai pour saisir l'originalité de son texte sur Thessalonique et ce temps suspendu par une dernière remarque qui est peut-être je pense, la plus inattendue. Marcel Tiner quitte Thessalonique à l'automne 1916. Or, au milieu de l'année 1917, un incendie a détruit, un incendie accidentel, mais qui est parti de l'incendie de maisons de bois, comme il y en avait beaucoup à Istanbul, il y en avait beaucoup à Thessalonique. Et cet incendie a détruit plus d'un tiers de la ville, près de 60-70 000 personnes ont été sans abri. Et on peut dire que la ville ancienne, une partie des contreforts et des collines, mais même le centre commercial historique, ont été emportés par le feu. Et alors ça n'est pas d'ailleurs un acte en rapport avec la guerre, mais la guerre peut en expliquer aussi l'ampleur parce qu'il y a eu des problèmes, l'eau était utilisée par les militaires, etc. Il n'y avait même pas de service de pompiers dans la ville. Bref, tout cela a été le résultat aussi d'une grande panique et d'un grand désordre. Mais le texte de Marcel Tiner, finalement, nous évoque avec beaucoup de détails le moindre nom de pâtisserie, les noms d'hôtels, les rues, etc., l'activité des bazars. Elle nous raconte Thessalonique d'avant. Alors, pas seulement d'avant la guerre, mais d'avant le feu. C'est-à-dire que on pourrait le lire comme un simple témoignage d'une femme dans la guerre, et finalement, c'est aussi la fin d'un monde, la fin d'une ville. On sait qu'elle pouvait avoir d'original ou de traditionnel, en tout cas, dans son esthétique, ce qu'elle pouvait avoir, en tout cas, de méditerranéen. Et même le fameux hôtel que Marcel Tiner avait détesté, le fameux hôtel Splendide, a lui-même été emporté par le feu. Donc tout cela est parti en fumée. Voilà. Heureusement, il nous reste le texte, il nous reste les mots. Et donc cette mémoire-là, elle ne part pas en fumée. Et c'est pourquoi je crois qu'il vaut la peine de revenir à ces textes de femmes qui nous donnent un autre regard sur la guerre. On a dit les femmes, cet autre front. Voilà, Marcel Tiner en est un bon exemple. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Kelavilégé, de cette intervention. J'avais une première question. Donc, vous dites que le texte intégral a été édité, c'est bien ça? Il est édité sous Oui, quel... je l'avais publié dans un volume des éditions Omnibus, un volume collectif qui s'appelle Balkans en feu, à l'aube du XXe siècle. C'est le seul endroit où vous le trouverez intégralement. D'accord, j'ai vu C'est que un sur livre la... épuisé, donc il faut chercher sur Internet ou il faut me contacter, j'en ai peut-être quelques exemplaires. D'accord, il est épuisé, voilà. c'était ma question, effectivement. Il mériterait d'être publié séparément, mais voilà. D'accord. J'ai vu qu'on pouvait en trouver quand même un extrait sur le site de la Revue des Deux Mondes. Oui, un été à Salonique. Voilà, parce que la prépublication, je l'ai dit, a été faite dans la Revue des Deux Mondes, et la Revue des Deux Mondes, il y a quelques années, on avait cité un extrait, simplement un extrait. Oui, avril-septembre 2016, pour la période avril-septembre 2016. Donc, on pourra le mettre en lien sur dans le portail ressources du Festival Résonance pour pouvoir y avoir accès. Et puis, je rappelle donc la biographie que vous avez écrite sur la famille de Marcel Tiner, donc Belle et Rebelle, la vie des châteaux Tiner, c'est bien ça? Donc, qui parle Belles et Rebelles, aux éditions Oberon. On peut encore trouver, on peut le commander à son libraire. Donc, on mettra les liens. Et puis, vous avez également participé à la réédition des écrits de Marcel Tiner, d'une manière plus générale, La Révolte d'Ève notamment, mais également La Veillée des armes, dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, La Veillée des armes, qui est donc le roman qui se passe à Paris en août 14. Et La Révolte d'Ève, c'est une anthologie d'écrits féminins et féministes, mais parmi lesquels, justement, sont quelques textes liés à la guerre, notamment le portrait de Mrs. Harley, dont je parlais tout à l'heure. Très bien, donc on mettra toutes les références sur la page Facebook du Festival Résonance et également sur le site internet du Festival Résonance. Donc parmi les personnes qui ont écouté la conférence en direct, est-ce que certaines veulent intervenir, poser une question directement à Monsieur Kelavilégé? Donc vous pouvez vous manifester, comme je le disais tout à l'heure, soit par le système de discussion, par écrit sur le côté, et dans ce cas-là, Monsieur Kelavilégé peut directement lire votre question, ou je peux lui poser, ou sinon vous pouvez
activer votre caméra et ou votre micro. Hein, vous pouvez activer seulement le micro si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit. Donc voilà, je vous invite à réagir si vous le souhaitez. Oui, vous m'entendez? Oui, tout Oui, à très bien. fait. Bonjour, je suis Isabelle. Monsieur Kelavi-Léger, c'est moi qui étais en contact avec vous par courriel pour échanger. Alors, concernant la disponibilité des écrits, je voudrais préciser que, en fait, moi, je les ai trouvés en intégralité. Ils sont numérisés sur Gallica. Oui, D'accord. oui, bien sûr, on peut. Ouais, voilà. Donc, moi, je les ai lus en entier, donc. Et bon, c'est un peu facile. Ça reste un extenso incomplet puisque, je le disais, Marcel Tiner n'avait pas achevé la publication et il existe encore quelques éléments de manuscrits dans les archives Bien sûr. de la Corrèze à Oui, tout à Tulle. fait. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Et donc ça, c'était une première remarque. Si vous voulez, moi, je peux envoyer sur le site du festival le lien vers Gallica, puisque je l'ai. Oui, avec plaisir, effectivement. Tout à fait, avec plaisir. Vous avez une page contact, vous pouvez nous l'envoyer, Voilà. on pourra le diffuser grâce à vous. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. C'est un petit peu fastidieux à télécharger, mais ça se fait. Alors, on peut Voilà. trouver aussi d'ailleurs en ligne par la BNF dans le journal, dans le petit journal. Elle a publié quelques articles concernant son séjour à Salonique. Donc, par la recherche sur le site de la BNF et en prenant le petit journal pour l'année 1916, on peut trouver plusieurs de ces articles. Oui, tout à fait. Et j'ai eu maintenant une question. J'ai lu que une des raisons pour lesquelles Marcel Tiner était tombée dans l'oubli était qu'elle aurait écrit pendant donc la Seconde Guerre mondiale dans une revue pétainiste. Et je n'ai trouvé absolument aucune trace de cet élément, ni de la revue dans laquelle elle aurait écrit. Et je voulais en savoir un peu plus à ce sujet, si c'est vrai, et où ce qu'elle a écrit en fait pour… Oui, alors, deux réponses. La première, effectivement, une des curiosités, c'est que peut-être, pour répondre à la question de l'oubli, d'une certaine façon, Marcel Tiner revient un peu à nous grâce à ce qu'elle a écrit relativement aux guerres. J'ai parlé de son voyage en Turquie, elle est tombée en pleine guerre civile en 1908. En 14-18, il y a ce roman, il y a ce témoignage sur Thessalonique. Elle s'est approchée de la guerre civile espagnole en 38. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il reste d'ailleurs un grand inédit d'elle sur son journal d'Exode, mais elle a effectivement collaboré, alors pas collaboré avec l'Allemagne, mais elle a été quand même assez proche de Pétain pour une raison très simple. Alors d'abord, il ne faut pas perdre de vue qu'elle était partie de la gauche, très socialiste étant jeune femme, très contestataire, et puis qu'elle s'est beaucoup rangée vers des idées plutôt réactionnaires à l'extrême fin de sa vie, sous l'influence notamment de ce monsieur Pinelli, qu'elle était un peu allée rejoindre à Thessalonique aussi, et qui a été devenu en 39 un secrétaire d'État en 40 dans le gouvernement de Pétain. Donc elle a glissé évidemment dans cette mouvance-là, et elle a été amenée à écrire notamment dans un magazine qui s'appelait Voix française. Alors, ce ne sont pas des articles collaborationnistes en eux-mêmes, hein, elle raconte des souvenirs d'enfance, ce sont des sujets le plus souvent tout à fait anecdotiques, qu'elle justifie par le besoin de gagner sa vie parce qu'elle n'a plus du tout de revenus et que ça lui rapportait quelques droits d'auteur, et qu'elle avait sans doute du mal à placer des articles dans d'autres journaux, en tout cas, après avoir été très, très réclamée dans toute la presse des années 30. Et de fait, en tout cas, effectivement, elle s'est rapprochée du pétainisme. Alors peut-être, vous savez qu'on fait la distinction entre le maréchalisme et le pétainisme. Elle a été au moins très maréchaliste, mais ça reste une période sur la fin de sa vie qui devra être étudiée de plus près. Je l'ai abordé dans le livre dont on parlait, La Belles et Rebelles. Elle a été liée à un milieu effectivement beaucoup plus à droite et réactionnaire. Pour autant, elle s'est félicitée du rôle de Gaulle à l'extrême fin de la guerre. Bon, c'est pas une posture qui est allée jusqu'à des choix tout à fait outranciers, mais enfin voilà, elle a évolué dans ce sens-là, oui. D'accord. Merci beaucoup.
Et pour préciser sur ce sujet, vous avez donc une interview lundi matin à 10 heures, donc ce lundi 22 mars, par la journaliste littéraire Alexandra Houry, donc de Monsieur Alain Calavier-Léger, spécifiquement sur ce sujet de la mise en oubli de Marcel Tiner, donc qui s'appelle sur le site internet du festival Sexisme et négligence de la postérité littéraire, le cas Marcel Tiner. Donc je vous invite à l'écouter lundi matin à 10 heures si vous êtes disponible. Vous la retrouverez également en podcast. Et donc là, on prendra beaucoup plus le temps de reprendre ces éléments sur les raisons de la mise en oubli de cette figure littéraire qui était très importante au début du siècle. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou remarques? Je vous invite à vous manifester si vous le souhaitez. Alors, je vois peut-être Madame Prévost-Beau. Oui, vous m'entendez? De très loin. Le son est très lointain. D'accord. Je voulais rappeler que l'historiale a le fond des lettres de Marcel Tiner qu'elle envoie pendant toute cette période à sa famille, à son fils, à sa mère. Et ces lettres de Salonique traduisent un bonheur vraiment réel, puisqu'elle retrouve son amant, Pinelli, et qu'elle rajeunit, que c'est une cure de jouvence, que même en période de guerre et d'incertitude, en fait, elle se retrouve très dynamisée, très intéressée par tout ce qu'elle voit, bien sûr, mais en même temps, tous les regards qui se portent vers elle. Et donc, elle témoigne de tout cela dans ses lettres, très sincère, très profonde, et en même temps, elle prend des photos de ses pérégrinations dans la vieille ville, dans les camps. On la voit avec des réfugiés serbes en train de tricoter. Voilà, donc elle n'hésite pas à garder trace de cela, parce que prendre des photos encore à cette époque est quand même pas un réflexe populaire. Donc, ça me semblait important aussi de le rappeler, mais oui, elle le dit plusieurs fois, elle est heureuse malgré ce contexte de la guerre. C'est une parenthèse dans sa vie et voilà, c'est quelque chose de très marquant, même si ça n'a pas été un repos bien évidemment total, comme il faut le rappeler. Et puis d'autre part, j'ai lu il y a peu que François Mauriac se serait trouvé à Salonique en octobre 16, mars 17. Donc voilà, il aurait été intéressant de se dire qu'ils auraient presque pu se croiser ou en tout cas échanger sur leurs souvenirs de Salonique ultérieurement. Oui, pour répondre à la question j'allais dire, du bonheur de Marcel Tiner à Thessalonique, j'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui aime l'action, qui est très, très tenace, très, très vigoureuse, très amoureuse aussi. Et elle ne se voyait pas du tout, évidemment, vivre la durée de cette guerre dans l'incapacité d'agir. Elle est heureuse en voyage, elle est heureuse dans l'action. Je n'ai pas insisté sur le caractère privé, effectivement, qui fait qu'en plus, à Thessalonique, elle retrouve cet homme dont elle était amoureuse. Mais indépendamment de cela, lorsqu'elle est à Istanbul en 1908, en pleine guerre civile, ou qu'elle va à Andrinople ensuite, on sent qu'elle s'épanouit complètement au contact des autres, dans le mouvement. D'autres voyages qu'elle a fait ont cette même tonalité, j'allais dire, d'insouciance ou même un caractère presque prime-sautier, c'est-à-dire, ça fait un peu partie de son écriture. Il y a des textes en Égypte aussi où on retrouve cette façon qu'elle a de parler de choses graves d'une façon distante et presque amusée, de façon à ne pas tomber dans le tragique en quelque sorte. Donc d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est aussi ce qui peut être dans le style, en tout cas, dans sa manière d'aborder les choses. Elle n'est pas tombée justement dans une écriture ni héroïque,
elle n'est pas portée par ce type de discours tricolore où sa propagande à elle, finalement, est limitée d'abord à son caractère et à sa manière de voir les choses et de garder sa distance avec ce qui est en train de se passer. Le pittoresque et les différences plurielles l'intéressent toujours d'abord. Donc, à Thessalonique, incontestablement aussi, d'autant plus. C'est une Après, bon, en entrant dans le détail de sa biographie, peut-être que Thessalonique a fait partie de sa thérapie après quelques années de morosité, de problèmes de couple, et enfin voilà, peut-être même sur son statut d'écrivain, où là, elle retrouve effectivement l'occasion d'être confrontée à un autre réel, qui est celui de la guerre. Donc, c'est vrai que la période salonicienne marque une sorte de rédemption pour elle, oui. Alors, elle a rencontré quelques autres journalistes ou écrivains français, hommes, qui étaient eux aussi envoyés en reportage ou en mission. Effectivement, c'est un aspect de la guerre qui mérite encore d'être développé. D'abord, il y a beaucoup d'autres textes autres que les témoins français, mais je veux dire, britanniques, australiens ou autres, ou turcs, ou grecs, sur toute cette période du Front d'Orient qui mérite d'être confrontée. Mais elle fait partie, en tout cas, des rares plumes féminines ayant évoqué le Front d'Orient. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, je rappelle que Madame Marie-Pascale Prévost est donc conservatrice à l'historial de Péronne. Et donc, les fonds des lettres et photographiques de Marcel Tiner sont consultables sur rendez-vous pour les chercheurs, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Lorsque les travaux justement de réaménagement du rez-de-jardin de ce musée seront terminés, puisque cela concerne l'espace centre de documentation, qui pourrait réouvrir au mois de mai, si tout va bien. Voilà, un nouveau centre de documentation plus accessible depuis le café du musée. D'accord, c'est une très bonne nouvelle. On a hâte que les travaux soient terminés et que le lieu puisse se réouvrir et accueillir aussi du public. Très bien, merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions ou remarques? Eh bien, écoutez, si ce n'est pas le cas, je vais tous vous remercier, en particulier Monsieur Kella-Villéger, pour votre conférence d'aujourd'hui, qui était très intéressante. On est ravis de voir que le système fonctionne pour ce premier essai. Merci beaucoup d'avoir inauguré le festival. Et puis, donc, on se retrouve lundi matin à 10 h avec la journaliste littéraire Alexandra Horry, qui vous interviewera, comme je le disais tout à l'heure, sur la question de la mise en oubli de la figure de Marcel Tiner. Et puis, nous allons faire le nécessaire aussi pour remettre les références des ouvrages, que ce soit vos biographies sur Marcel Tiner et puis sur les autres auteurs, parce que vous avez également écrit sur Pierre Loti, il me semble. Entre autres. Donc, et puis également les ouvrages de Marcel Tiner pour lesquels vous avez participé à la réédition. Vous trouverez toutes les informations sur le site du festival. Je souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, une excellente après-midi, et je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.